Bonsoir à tous et bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes au lendemain d'un événement qui a secoué l'un des piliers de la stabilité en Afrique de l'Ouest. La tentative de coup d'État manquée, c'était très exactement le 7 décembre au Bénin, dans notre beau pays, le Bénin. Eh bien, une alerte sérieuse qui a rappelé la fragilité de nos démocraties en Afrique. Notre invité de ce soir, eh bien, est une figure qui, loin de se contenter d'analyser les événements à distance, a choisi de se rendre sur place à Cotonou, au cœur de cette brûlante actualité. Général Camille Makosso, il est entrepreneur, pasteur, mais surtout influenceur majeur qui a une prise directe sur la jeunesse et la société civile africaine. Il est connu pour son franc-parler et son regard sans concession sur les questions politiques et sociales du continent. Général Camille Makosso, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Canal 3 et Télévision. Après votre séjour au Bénin, bien évidemment. Vous êtes là depuis quelques jours. Exactement, ça fait exactement 3 jours aujourd'hui que je suis là, dans le but de pouvoir moi-même prendre le soin de me faire un état, je pourrais le dire, des lieux de ce que nous apprenons sur les réseaux sociaux. Nous apprenons beaucoup de choses et il est plus qu'important dans l'équilibre de l'information de me déplacer sur le territoire béninois dans le but de 2 éléments. 1, apporter mon soutien, je pouvais le dire, à la résistance du peuple du Bénin. Et numéro 2, contredire le mensonge que certaines personnes essaient de distiller sur les réseaux sociaux, faisant croire que le Bénin est un pays qui est actuellement en insécurité, d'où le pays est divisé en deux, d'où le pays n'a pas retrouvé sa quiétude. Il était pour moi plus qu'important de venir faire démentir les menteurs des réseaux sociaux. Allez, nous y sommes d'ailleurs. Quelle a été votre première impression en foulant le sol béninois au lendemain de ces événements? Vous avez l'impression qu'il y a eu un non-événement. Vous arrivez au niveau de l'aéroport, vous voyez les Béninois qui sont... Vous ne sentez pas la peur, l'inquiétude sur les visages et autres. Vous sentez un peuple qui est passé automatiquement à autre chose, mais vous sentez aussi un peuple qui est en colère. Un peuple qui est en colère dans la mesure où ils ont voulu être instrumentalisés. Ils ont voulu être un peuple qui s'est senti un peu insulté dans leur intelligence. Un peuple dont on a voulu présenter comme un peuple qui soutenait, je pouvais le dire, une tentative de coup d'État. Donc un peuple qui est blessé dans son amour propre et qui refuse de pouvoir céder, je pouvais le dire, aux chansons des mauvaises sirènes. Qu'est-ce qui vous permet de présenter ce tableau-là? Vous le dites si bien, un peu comme si vous avez échangé avec des citoyens ordinaires. Bien sûr. Qu'est-ce qui fonde votre Écoutez, sentiment? d'abord dès le premier jour, lorsque les événements ont eu lieu, aux environs de 20h, 21h, plusieurs personnes disaient ce n'est pas encore fini, écoutez et autres, mais nous qui étions déjà dans des lives au TikTok et autres, on donnait la parole à certains Béninois qui en moto circulaient dans la ville et autres. Et lorsque je suis arrivé sur, je peux lui dire, le territoire, mes contacts avec certains influenceurs, mes prises de position avec certains fidèles que j'ai ici au Dieu, m'a permis de comprendre automatiquement que tout va bien au niveau du Bénin. Mais nous étions dans une campagne de sabotage parce que vous savez que le Bénin, dans quelques... Quand vous dites nous étions, vous parlez de qui? Je parle principalement des ennemis du Bénin. Et les ennemis du Bénin sont bien connus. Ce sont les pays de l'AES qui, dans leur recherche à pouvoir conquérir un territoire qui a accès à la mer, ont mis leur grappin sur 2 pays, soit la Côte d'Ivoire, soit le Bénin. Ils ne plaisantent pas. Écoutez, je vais vous prendre un exemple simple parce qu'il faudrait que les Béninois puissent comprendre cet aspect des choses. Tant qu'ils ne le comprendront pas, ça sera dangereux. Je prends un exemple pour la Côte d'Ivoire. Le Mali doit 174 milliards à la Côte d'Ivoire dans le domaine seulement de l'électricité. Donc, utiliser 50 milliards au niveau de l'AES pour financer un coup d'État au niveau de la Côte d'Ivoire, ils gagnent un bénéfice automatiquement de 124 milliards. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ils ont tout intérêt à renverser un pays qui a accès à la mer. Donc, ils ont l'énergie, ils ont le port et automatiquement, ils ont des terres cultivables que vous avez. Donc, vous devenez automatiquement une cible pour ces différents pays, pas seulement pour maintenant. Ils n'arrêteront pas. Et quand vous avez les dernières déclarations d'un traiteur de la nation que j'appelle M. Kémy Séba, ex de français, vous avez automatiquement la ligne de conduite qui est donnée pour dire nous y reviendrons. Donc, l'ennemi du Bénin n'a pas encore dit son dernier mot. D'accord. Alors, il y a eu un rejet massif des putschistes. Et comment vous avez jugé la rapidité et l'efficacité de la riposte du gouvernement et des forces loyalistes béninoises? Vous savez, les hommes
comme les soldats béninois, on en trouve très peu. Beaucoup de militaires affamés par l'esprit de la luxure se voient dans certains pays déjà comme président. Ils se voient déjà. Mais au niveau du Bénin, les militaires ont fait le calcul simple. Nous reculons de 30 ans ou nous avançons de 20 ans. Si le bilan du président Patrice Talon était un bilan catastrophique sur le plan des infrastructures et du développement, ils allaient céder. Mais rien au niveau du Bénin, sur le plan financier, sur le plan développement, ne pouvait justifier un coup d'État. Rien. Les autres pays utilisaient des arguments farfelus sur le plan sécuritaire, sur le plan, je pourrais le dire, de la récurrence de la pauvreté et autres, pour justifier le coup d'État. Au niveau du Bénin, ils allaient avoir aucun justificatif et aussi d'affronter les populations pour leur expliquer que nous avons décidé de faire le coup d'État parce que le taux d'alphabétisation au niveau du Bénin est supérieur au pays de l'AES. Donc les Béninois vont à l'école. Donc il fallait leur expliquer intellectuellement pourquoi tu as fait le coup d'État. Et c'est là que tu vas te confronter à un problème. Parce que là, il faut débattre intelligence contre intelligence. Or, dans les pays de l'AES, il suffit de dire vive la Russie, abat la France, et vous avez tout le monde qui commence à suivre comme des moutonniers. Au niveau du Bénin, ce ne sont pas des moutons, ce sont des lions. Voilà. Alors, le Bénin, si je vous résume, est considéré, vous ne mentez pas, comme un modèle de stabilité en Afrique de l'Ouest. Mais est-ce qu'avec cet épisode-là, même avorté, vous avez l'impression que ça va écorcher l'image du Bénin à l'extérieur, au-delà des frontières? Ah non, au contraire. Au contraire, ça renforce pour dire le peuple du Bénin n'est pas prêt à céder au coup d'État. Mais aujourd'hui, quand vous allez même sur les réseaux sociaux, le Béninois est respecté. On dit, mais vous au moins, vous avez pu, en moins d'un jour, mater la rébellion de tentative de coup d'État avec des communicants assez puissants, tels que Kémy Séba, tels que Ibrahima Maïga, qui sont des communicants assez extraordinaires, qui ont toute une armée de près de 200 communicants de l'AUS qui soutenaient bec et ongle et qui appelaient par tous les moyens au peuple béninois de sortir. Et on n'a vu aucun Béninois répondre à cela. Donc, l'image du peuple béninois, je peux le dire, de la démocratie béninoise, a pris un pas en avant. Et puis encore, cela a renforcé l'esprit patriotique dans le cœur de beaucoup de Béninois. C'est l'impression que vous avez en quittant la Côte d'Ivoire, ou c'est à votre arrivée ici que vous avez... En quittant la Côte d'Ivoire, j'avais déjà cette impression, mais en arrivant ici, voyant les matchs qui ont été organisés, plus jamais ça et autre, je me suis dit, ah, le monstre qui était caché dans chaque Béninois pour sa nation est en train de se réveiller. Je cause avec plusieurs personnes qui me disent, général, il faut que la formation militaire revienne au niveau du Bénin. Général, il faut que la formation civique revienne au niveau du Bénin. Général, il faut que nos fonctionnaires, lorsqu'ils ont le concours, on puisse faire ce qu'on appelle des incubations civiques pour que l'esprit patriotique du Bénin atteigne une autre dimension. On ne parlait pas de cela dans quelques années. Maintenant, on en parle. Beaucoup même des autorités béninoises avec qui j'ai pu échanger, dont le porte-parole du gouvernement me disait, général, aujourd'hui nous comprenons l'importance de la guerre médiatique au travers des réseaux sociaux. C'est ça. Alors, et ça, avant, on n'avait pas perçu. Je ne voudrais pas vous amener à trahir des secrets, mais quelles ont été les réactions, disons, les plus marquantes de politiques, personnalités politiques, d'hommes d'affaires ou de leaders de la société civile que vous avez pu rencontrer? Qu'est-ce que ces échanges-là ont apporté en termes de motivation réelle derrière cette tentative? Écoutez, j'ai eu à rencontrer des hommes tels que M. Richard Flash et autres, qui étaient d'abord très en colère, qui dit, général, il parlait que de la jeunesse. Il dit, si rien n'est fait dans le domaine de l'esprit patriotique des jeunes, n'importe qui peut venir les manipuler par les réseaux sociaux. Donc il faut un travail exceptionnel. Les autorités, je pourrais le dire, religieuses que j'ai rencontrées, dont je vais garder, je pourrais le dire là, me disaient, général, nos églises et nos lieux de prière, au-delà de la prière, doivent devenir des centres de messages assez forts sur l'amour de la patrie, le respect de l'autorité. La Bible dit, aucune autorité n'est établie si Dieu ne l'a voulu. Et la Bible nous enseigne, tu ne parleras pas contre le prince de la nation. Donc ce sont des valeurs étatiques et bibliques qui doivent être enseignées au peuple. Critiquer ne veut pas dire saboter. Je peux aller dans un endroit, je constate qu'un travail dans le domaine social n'est pas fait, je peux apporter une critique, mais une critique constructive est différente d'une critique de déstabilisation.
Alors, le Niger est frontalier avec le Bénin, le Niger qui est membre, je le rappelle, de l'AES, avec les rumeurs, les communiqués controversés qui suggèrent un peu le soutien de l'AES aux putschistes. Comment analysez-vous l'influence croissante de l'AES dans les affaires des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest comme le Bénin? Le président du Niger doit avoir le courage de venir présenter ses excuses au monde entier. C'est trop demandé, non? Ce n'est pas trop demandé, c'est ce qu'on appelle la logique, dans la mesure où il s'est dit être musulman. Il a menti au monde entier. Le président du Niger nous a dit qu'il existe une base militaire française au Bénin. Rappelez-vous. Absolument. Comment il explique alors que les forces spéciales françaises qui sont venues apporter leur logistique dans le domaine des renseignements et de l'information sont venues de la Côte d'Ivoire? Il a menti. S'il existait des soldats français au Bénin, ils viennent alors de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Puisque selon son information, ils sont déjà au Bénin. Premier mensonge. Il a menti dans la mesure où il a essayé de nous faire croire que la base de déstabilisation était basée au niveau du Bénin et soutenue, protégée par je peux le dire, les autorités béninoises. Même scénario que le Burkina a eu à faire au niveau de la Côte d'Ivoire. Ces États, excusez-moi de le dire, parce que moi j'ai la liberté de le dire, sont dotés d'un esprit de complexe assez extraordinaire. Vous avez aujourd'hui l'État du Niger qui est devenu un État mendiant, qui demande 100 francs aux écoliers au niveau du Niger. C'est-à-dire, il mendie auprès des enfants à qui doivent remettre des moyens en leur demandant de cotiser 100 francs. Nous avons des... Général, nous n'avons pas la preuve de ce que vous dites. Si. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Dites à nos téléspectateurs. Ces informations. L'information est connue. Au niveau du Niger, on demande à tous les écoliers de cotiser 100 francs. Pour vous accompagner. Pensez que c'est parce qu'au niveau de l'État, on n'en peut plus? C'est parce que. On fait recours aux mais ils ont échoué au niveau, je peux le dire, des matières telles que l'uranium au niveau du Niger. Pour vendre aujourd'hui l'uranium, c'est devenu tout un tas de problèmes. La plupart des agences internationales souvent refusent l'uranium venant, je pouvais le dire, du Niger, dans la mesure où ils estiment que cela a été braqué à des entreprises dont ils ont pris le soin de nationaliser. Donc nous sommes dans un système économique qui est en train de connaître une faillite extraordinaire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le but de pouvoir manipuler toujours l'opinion publique, il faut toujours accuser l'extérieur. Dans le but de manipuler l'opinion publique à l'intérieur, il faut toujours désigner un ennemi extérieur pour continuer la manipulation. Et c'est dans ce qu'ils sont. C'est connu de tous. Lorsque vous voulez manipuler l'opinion de votre peuple, faites croire que l'ennemi est le voisin d'à côté. Mais le thème ou le refrain de ces pays de l'AES, c'est l'étendard du panafricanisme, de la souveraineté pour justifier un peu les actions. Ils essaient d'étendre leurs tentacules vers d'autres pays. En tant que personnalité, en tant qu'influenceur, écoutez, comment le public béninois, à votre avis, et même ivoirien, puisque nous sommes des peuples frères, reçoit-il ce discours face à des tentatives de déstabilisation? D'abord, il faut dire deux choses. L'Ivoirien est d'abord orgueilleux dans son âme. Ce n'est pas un Malien ou un Burkinabé ou un Nigérien qui viendra l'enseigner ce qu'on appelle le panafricanisme. Pour nous, c'est une injure. Ce sont des gens qui viennent se débrouiller dans notre pays. Ce n'est pas à eux de venir nous enseigner ce qu'on appelle les stratégies de développement ou d'indépendance vraie. Nous allons à l'école. Ce n'est pas eux. Donc, le langage qu'ils tiennent chez eux ne peut pas marcher chez nous dans la mesure où la plupart de leurs ressortissants sont nos employés. Premièrement. Deuxièmement, mais c'est vice-versa, non? Nous avons des frères qui sont au Niger, au Mali, au Burkina Faso, qui travaillent également. Oui, mais le taux n'est pas le même. Ils sont majoritaires chez nous. Chez nous, en Côte d'Ivoire, nous avons 6 millions de Burkinabés qui travaillent chez nous, qui vivent chez nous. Ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, lorsque nous regardons le bilan de leur AES, nous constatons qu'au Mali, ils ont des problèmes pour avoir même l'énergie qu'on appelle l'essence. Chaos total. Sur le plan sécuritaire, chaos total. Nous avons plusieurs zones. Avant, au niveau du Burkina Faso, la plupart des attaques terroristes se faisaient la nuit. Aujourd'hui, cela se fait en plein jour. Avec des VDP qui sont capturés comme des enfants. Avec des drones pilotés par des djihadistes qui filment même leur attaque des différents camps militaires.
Donc nous constatons que chez eux, il y a un échec total qui ne peut même pas nous motiver à pouvoir ressembler à leurs différents pays. Oui, mais pourquoi des gens comme Kémy Séba, par exemple, chantent partout disons, leur éloge, fait comprendre qu'il faut aller à l'école de l'AES, et ils font une campagne pas possible sur les réseaux sociaux. Vous la suivez d'ailleurs. Écoutez, savez-vous combien ces présidents dépensent pour leur communication? C'est là l'erreur que beaucoup d'États n'ont pas encore compris. Ce sont des millions. Kémy Séba est un mercenaire au service des sociétés sécuritaires privées de la Russie. Il fait ce qu'on appelle de la communication pour vendre le produit russe. Point. Il est dans un business. Pas du tout au nom du panafricanisme, si je vous Nous résume. sommes dans un business. Nous sommes dans le verbe manger conjugué au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, en rendant un peuple abruti, en expliquant aux différents présidents de l'AES, nous allons maintenir votre autorité sur le peuple. Donnez-nous des passeports diplomatiques. La preuve, Kémy Séba a un passeport diplomatique venant du Niger. Il est conseiller spécial. Il a un salaire. Mais qui sont ces panafricains, que j'appelle des panafricains, mais qui refusent de vivre dans les pays de l'AES? Si c'était aussi bien, pourquoi Kémy Séba n'a pas une résidence permanente au niveau du Niger, mais fuit pour aller vivre au niveau de la Russie, aime les pays occidentaux? Pourquoi? C'est un mensonge d'État qu'ils essayent de faire croire aux populations parce qu'ils savent que ces peuples-là sont des analphabètes en majorité. Oui, mais malgré tout ce que vous décrivez là, ces gens-là sont devenus des écoles que fréquentent des jeunes malheureusement et qui relaient leur opinion sur les réseaux sociaux. C'est un danger pour l'Afrique, non? Mais ce n'est pas seulement un danger pour l'Afrique, c'est un danger même pour l'avenir de l'Afrique. Dans la mesure où, et ce qui me réjouit, c'est que leur influence commence à connaître, je pourrais le dire, une chute libre. Vous avez appris tout dernièrement que Johnny, plutôt, Kémy Séba se disait qu'il se retire de la lutte panafricaine pour se concentrer exclusivement sur son pays, le Bénin. Parce qu'il était convaincu que ce coup d'État allait marcher et qu'il serait Premier ministre. Le business était déjà bouclé selon les informations que nous avons de certains cyberactivistes burkinabés qui nous donnent des informations. Dans la lutte panafricaine, il y a certains qui ont trahi, qui commencent à nous donner des informations et autres. La lutte est en train d'être démantelée. L'échec de Kémy Séba au niveau du Bénin, lorsqu'il a demandé au peuple béninois de sortir, qui ne sont pas sortis, l'affaiblit sur le plan de la Russie, sur le plan de l'Afrique, qui fait en sorte que tu demandes aux autres pays de sortir, mais toi-même dans ton propre pays, tu es incapable de créer une mobilisation totale. L'échec est palpable. Allez, vous connaissez, on vous entend parler, le président Patrice Talon, le président béninois, il est souvent loué pour ses projets de développement. Je vous ai d'ailleurs vu dans les rues en train de toucher des boutons. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas en Afrique, mais au Bénin, je l'ai retrouvé, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, mais il est critiqué sur d'autres plans. Mais est-ce une raison suffisante pour fomenter, essayer de déstabiliser un pays comme le Bénin? Je vais vous dire une chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Chaque homme vient pour une mission bien précise. Dieu donne le pouvoir à chacun pour une mission bien précise. Il y a certains qui viendront pour des réformes politiques. Vous allez constater que pendant 7 ans ou 5 ans, ils ne feront rien d'autre que ça. D'autres viendront, ça sera pour des réformes sur le plan social. On va constater qu'il y aura beaucoup d'améliorations sur le plan du soutien aux familles les plus pauvres et autres. Et il y a certains qui viennent qui sont des machines de guerre, comme le président Patrice Talon, comme le président Alassane Ouattara. Ils n'ont pas le temps pour des discussions politiques, les arrangements. Ils n'ont pas. Ils ont vécu l'élévation et le progrès de certains pays qui ont dépassé leur pays. Ils ont mal. Ils se disent, nous devons rattraper 10 ans de retard. Donc, toute perte de temps, ce sont des œuvres qui peuvent être, je pourrais le dire, créées. Donc, eux, ils n'ont qu'une seule mission, avancer, développer, avancer, développer. Et quand vous constatez ce que le Bénin, parce que moi, je ne connais pas le Bénin depuis maintenant, moi, j'ai la chance de visiter le Bénin depuis 2006, 2007 et 2008. Donc, je connais le Bénin en 2007-2008. J'ai connu le Bénin après 2016. Et je peux vous le dire que c'est le jour et la nuit. Vous avez aujourd'hui des Béninois qui peuvent discuter avec des Ivoiriens. Nous, avant, quand on parlait des Béninois, on dit, mais c'est les mangeurs d'Akassa. On va discuter de quoi, mon frère? On parle du Béninois de Monagas, c'est les vulgarisateurs. L'Akassa, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire? Il y en a en Côte d'Ivoire, mais c'est une manière, en fait, de ridiculiser le Béninois pour dire, mon frère, on parle de quoi, mon ami? L'Ivoirien parle, on parle de quoi avec le Béninois? Mon gars, c'est les vulgarisateurs autres. Mais aujourd'hui, quand tu parles du Bénin,
Mais l'Ivoirien parle du Bénin avec un respect incroyable. Vous avez des influenceurs qui viennent lorsqu'on voit le développement, les rues, les routes. J'ai eu l'opportunité d'aller visiter les logements sociaux que vous êtes en train de construire. Je crois si je me trompe. Dans la commune de Calavi, c'est ça? Mais nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous le savez? Ça vous étonne? Pourtant, c'est moi qui fais la communication de mon président. Sur les réseaux sociaux, je me bats à titre gracieux. Mais l'étendue, la dimension, le volume sur un espace de logements sociaux que vous avez, vous ne le retrouverez nulle part au niveau de l'Afrique francophone de l'Ouest. Nulle part. Ni au Sénégal, ni au Bénin, plutôt ni au Togo, ni en Guinée, ni en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'au Bénin que moi je l'ai vu. Allez, Général Camille Makosso, cet entretien, c'est sans filtre. Hein. Allez-y. Qu'est-ce que vous gagnez à défendre si tant le Bénin? Je gagne une chose qui est essentielle. L'Afrique n'est pas respectée. Quand on parle de l'Afrique, on parle des réseaux sociaux comme des clashs, des insultes, des buzz. Mais qui sont ceux qui font la promotion de l'excellence? Il y a des pays, par exemple, où moi je ne vais pas, mais malgré qu'il n'y a pas de régime militaire. Parce que je ne peux pas faire la communication des infrastructures qui ont été réalisées dans ces pays. Par exemple, le Cameroun, c'est un pays auquel je suis très attaché. Mais vous ne me verrez jamais faire la promotion des œuvres réalisées au niveau du Cameroun. Parce qu'il n'y en a pratiquement pas. Le Cameroun stagne. Vous allez, par exemple, dans certains pays que je n'aimerais pas citer, pour ne pas créer, je pourrais le dire, de polémiques et autres, il n'y en a pas. Mais quand vous avez des pays où il y a un début de progrès, il est plus qu'important de venir saluer cela pour mettre la pression sur les autres pays. Pour moi, je pense que c'est plus qu'important. Il faut mettre la pression sur les autres pays voisins du Bénin afin qu'ils voient ce qui se passe au niveau du Bénin et que ces présidents soient choqués en se disant « Moi aussi, je dois le faire pour ma population ». Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher grâce aux réseaux sociaux. Alors, vous observez ces événements avec une certaine distance, avec un peu de recul, et ce qui vous permet d'avoir votre propre opinion. Quel rôle la diaspora béninoise et africaine en général devrait jouer, disons, pour soutenir la stabilité et la transition démocratique au Bénin d'ici l'élection de 2026? Je pense que dans un premier temps, la diaspora africaine même et au niveau béninoise, qui est l'une des plus importantes, et cette autre diaspora est l'une des plus, je pourrais le dire, les plus savantes. Vous avez des Béninois que vous retrouvez dans plusieurs secteurs. Pour moi qui ai eu la chance de visiter 33 pays, lorsque vous retrouvez un Béninois dans certains pays, ce n'est pas des petits postes. Ce sont des grands postes de responsabilité. Je pense qu'il serait plus qu'important que le premier colloque de la diaspora soit organisé et que tous les cerveaux béninois qui sont dans certains secteurs de la médecine, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'énergie ou autres, reviennent au Bénin pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Parce que eux, ils ont un avantage technique. Ils n'ont pas le complexe du blanc. Comme là, votre président, ils n'ont pas le complexe de l'homme blanc parce qu'ils ont fréquenté avec lui, ils ont étudié avec lui. Et cet exode au niveau du Bénin peut apporter quelque chose d'essentiel sur le plan démocratique et surtout sur le plan économique. Parce qu'un Béninois vivant au niveau de la France a la possibilité de faire une levée de fonds d'un crédit de 100 000 euros, ce qu'un Béninois ne peut pas lever ici aussi facilement. Et là-bas, il peut le rembourser sur 10 ans. C'est qu'ici sera obligé de rembourser peut-être sur 3 ou 4 ans. Donc sur le plan technique, sur le plan de l'immobilier, oui, beaucoup de choses peuvent être apportées. Et voici ce que peut apporter la diaspora béninoise au niveau du Bénin. Avant de vous laisser conclure cette émission, cet entretien, nous en sommes à la fin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant votre séjour au Bénin? C'est la mentalité béninoise. Avant, nous avions le Béninois qui était trop réservé, qui se cachait même pratiquement, qui passait silencieusement, qui n'aime pas se mêler des autres. Vous avez désormais le Béninois qui s'affirme, qui prend le devant, qui s'exprime, qui donne son point de vue, sans état d'âme, qui est prêt à défendre son pays sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Et cette révolution, je pense pour moi, c'est la meilleure révolution que d'être dans les rues pour crier à bas la France et puis dire oui à la Russie. Ce n'est pas une révolution. C'est abandonner un maître pour un autre maître. La véritable révolution est en train de se faire au niveau du Bénin, qui est le seul pays d'ailleurs africain qui reçoit tous les Africains sans un visa. Beaucoup de pays d'Africains ne le savent pas. Absolument. Il est plus qu'important qu'ils le sachent. Votre message principal que vous souhaitez adresser au peuple béninois, au président Talon et aux autres chefs d'État de la sous-région? Le premier message au peuple béninois, c'est que le serpent n'est pas encore mort. Tous les auteurs de la tentative de coup d'État n'ont pas encore été arrêtés. Le colonel qui était à la base, on ne sait pas pour l'instant où il est, il y a des rumeurs, mais il n'a pas encore été arrêté.
avec qui il communiquait, qui sont les traites qui sont dans le pays, qui ont voulu vendre le pays. Il est plus qu'important que tous ceux qui ont trahi leur nation soit se repentent, soit subissent la rigueur de la loi. Il faudrait que le Béninois protège son pays plus que sa propre vie. Cela est d'une importance capitale. Au président de la République, parce qu'il sort, il lui reste, je pense, 4 mois. Qu'il achève ce qu'il a commencé. Ça fait très mal quand tu as travaillé. Parce qu'il ne manquait de rien quand il s'est mis au service de ce pays. Ça fait mal. Quand tu as tout donné et pour te dire merci, on veut te renverser. Ça fait mal. C'est blessant. Nous demandons pardon au président de la République de ne pas tenir compte des traites et des enfants maudits de la nation, mais de regarder à ce peuple qui veut voir le Bénin avancer et qu'il continue de conseiller ceux qui viendront par son leadership à pouvoir terminer la mission qu'ils ont accompagnée. Aux autres chefs d'État qui sont autour, je pourrais le dire, du Bénin, c'est de toujours accompagner ce pays dans sa détermination à lutter contre le terrorisme. Parce que l'acte qui a été posé est un acte de terrorisme. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un partenaire clé qui est le Bénin. Si le Bénin tombait, la prochaine destination était la Côte d'Ivoire. Donc nous n'avons pas intérêt de nous trahir. Raison pour laquelle dans les jours qui viennent, nous sommes en train de réfléchir à un grand festival ivoiro-béninois où les meilleurs artistes ivoiriens viendront affronter les meilleurs artistes ivoiriens pour resserrer ce lien entre ces deux pays. Nous n'avons pas le choix. Allez, vous repartez du Bénin avec quel sentiment? Et ça, c'est pour se dire au revoir, mettre un thème à cet entretien. Un sentiment que je suis béninois désormais. Trouvez-moi une maison que je vais acheter. Là, je reviens le 27 et le 28 pour votre grand événement. Je crois Wilov, si je me trompe. Wilov-Veya. Je reviens pour cet événement. Mais vous, les Béninois, vous êtes quand même aussi méchants. Pourquoi Donc, vous allez inviter Davido, Cardi B, il y a qui encore tous ces artistes-là, pour la première fois, le seul pays en Afrique où tous ces artistes se retrouvent sur un même podium, c'est au Bénin. Jamais ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Vous voulez dire que c'est bien pour la jeunesse, c'est ça? Mais attendez, vous venez d'entrer dans l'histoire. Mais toute l'Afrique doit se déplacer pour venir fêter au Bénin. Sans vous rendre compte, vous êtes en train de marquer l'histoire de l'Afrique en devenant la capitale de la culture africaine. Déplacer tous ces sommités, mais c'est du jamais vu. Vous verrez que des Ivoiriens vont prendre des cars avec certaines compagnies pour venir pour cet événement. Et c'est ça, le nouveau Bénin, que nous devons encourager. Que Dieu bénisse le Bénin et Dieu bénisse les Béninois. Allez, Général Camille Makosso, merci pour votre disponibilité. Je précise que cet entretien a été enregistré lors de votre passage à Cotonou. Vous êtes venu soutenir le peuple béninois suite à cet événement du 7 décembre 2025. Le coup d'État manquait d'échouer. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On espère vous revoir les très prochaines fois. Merci. Allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.